Donc, je disais merci à Samy, merci à la Ligue mauritanienne contre l'épilepsie et à tous nos amis de Mauritanie. Merci à nos amis de la Tunisie, à Chanez en particulier pour tout ce qu'elle fait pour la Ligue internationale, au niveau de la Ligue internationale contre l'épilepsie. On m'a demandé de parler de l'épilepsie et de la santé de la reproduction. Sujet éminemment actuel. Et parler de la santé de la reproduction postule de parler de la sexualité d'une manière générale et subséquemment du désir de reproduction, aussi bien chez l'homme que chez la femme. C'est une question essentielle qui interpelle tous les praticiens qui prennent en charge l'épilepsie et dont la prise en charge est nécessairement multidisciplinaire. La première interpellation qui nous est faite en tant que praticien, c'est lorsque l'enfant arrive à maturité, notamment autour de la puberté, parce que vous savez que l'épilepsie, c'est tous les âges, mais c'est majoritairement des enfants. Et beaucoup de ces enfants arrivent à la puberté et ils se posent des questions essentielles. On sait qu'indépendamment de l'épilepsie, la puberté entraîne des bouleversements et des modifications sur le plan hormonal, sur le plan psycho-affectif et sur le plan comportemental. Il s'y ajoute que chez les épileptiques en particulier, la répétition des crises et les médicaments qui sont pris peuvent impacter sur les hormones et entraîner des bouleversements beaucoup plus difficiles à maîtriser. Et la conséquence, bien entendu, c'est un impact sur l'excitabilité neuronale et sur l'expression de certains gènes neuronaux. Ce qui fait qu'on constate avec la puberté qu'il y a, avec une modification de l'histoire naturelle de certaines épilepsies, de certains syndromes épileptiques. Vous savez que certaines épilepsies, en particulier les épilepsies absence de l'enfant, les épilepsies disparaissent à la puberté, alors que d'autres apparaissent à ce moment. C'est en particulier le cas de l'épilepsie myoclonique juvénile. Ici, ajoute l'épilepsie catameniale. Tout à l'heure, dans la matinée, le sujet a été abordé, une question a été posée à ce sujet, est une réalité et c'est très fréquent chez certaines femmes épileptiques et c'est lié au caractère proconvulsionnel de l'estradiol qui fait que, par exemple, lors d'une poussée préovulatoire, ça favorise un peu la survenue des crises. C'est une réalité. Et cette réalité se caractérise également par une certaine pharmacologie. Je dis bien une certaine pharmacologie, même s'il est conseillé souvent d'encadrer cette période d'épilepsie catameniale par la prise de benzodiazépine durant cette période. Mais au-delà des crises, au-delà de l'épilepsie, la puberté et l'épilepsie, c'est des bouleversements importants au niveau du cycle menstruel, c'est des bouleversements importants au niveau des processus d'ovulation avec des cycles anovulatoires et parfois des troubles de la fertilité. Ces mêmes troubles de la fertilité peuvent se retrouver chez les personnes, chez les hommes. En particulier, on sait que par exemple, avec la prise des médicaments antiépileptiques, il peut y avoir des difficultés érectiles, un dysfonctionnement, des difficultés à arriver à l'orgasme, et même chez certains, par exemple, des problèmes au niveau de la spermatogenèse avec une perturbation, ce qui, bien entendu, peut mener à des situations d'infertilité. Cela touche aussi bien les garçons que les filles, aussi bien les hommes que les femmes, avec tout ce que vous pouvez imaginer comme conséquence. Et les principales molécules incriminées sont bien entendu les anciens médicaments. Ces anciens médicaments impactent sur les processus hormonaux, impactent sur la spermatogenèse et peuvent, par voie de conséquence, entraîner tous les problèmes précités, à savoir les troubles menstruels, les troubles hormonaux et les difficultés de fertilité. Cela est connu et acté depuis très longtemps. Mais pour les nouveaux médicaments, on n'a pas encore suffisamment de données. Ces médicaments, pour l'instant, ne sont pas incriminés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de recul. Contrairement
au valproate de sodium, au phénobarbital et à la carbamazine qui ont entre 50 ans et plus de 100 ans d'âge et pour lesquels, par exemple, on connaît suffisamment les effets indésirables liés à leur usage. Donc, prudence, prudence. Un autre volet à cet âge, c'est la contraception. Lorsque les femmes, en particulier, épileptiques sous traitement, sont candidates à une contraception. Il y a une quarantaine de médicaments, bien entendu, sur le marché. On sait que depuis longtemps que les anciens médicaments, en particulier les inducteurs enzymatiques, peuvent impacter sur la contraception, en particulier pour diminuer l'efficacité des oestrogènes progestatifs et amener à des grossesses non désirées. Donc, tous les anciens médicaments, il faut être extrêmement prudent lorsque la femme prend ce médicament et veut une contraception. Sur les anciens, bien entendu, il n'y a que le valproate de sodium qui est plutôt un inhibiteur enzymatique pour lequel, par exemple, il peut y avoir une contraception orale associée. En dehors de ça, il faut être extrêmement prudent par rapport à l'usage de ces médicaments. Et parmi ces médicaments, bien entendu, il y a l'éthosuximide qui est utilisé dans les épilepsies absences. Il y a également le lévétiracétam qui a une indication large, aussi bien dans les épilepsies partielles que dans les épilepsies généralisées. Il y a le vigabatrin qui est utilisé principalement chez l'adulte dans les épilepsies partielles symptomatiques. C'est des situations relativement courantes pour lesquelles, par exemple, on sait que, en tout cas, ces médicaments n'ont pas montré de diminution de l'efficacité de la contraception en tout état de cause. Au moindre doute, il faudra préconiser, encourager l'usage du dispositif intra-utérin en l'absence de contre-indication. Vous voyez sur ce diapo des études qui ont été faites et qui montrent bien évidemment tous les problèmes posés par cette contraception. Après la contraception, nous allons parler de la grossesse. Le professeur Kissadi l'a abordé ce matin. C'est un moment particulièrement délicat. Une femme épileptique, comme toutes les femmes, peut bien entendu nourrir un désir de maternité, contracter une grossesse, la mener à terme sans difficulté particulière pour elle-même et pour son bébé. Mais il est souhaitable, et il faut le savoir, que le médecin, le praticien intègre qu'il y a un risque pour toute femme épileptique face à la grossesse. Et un certain nombre de précautions doivent être prises. Et parmi ces précautions, l'une est importante, liée à la ressurgence des crises épileptiques durant la grossesse. On sait que la survenue des crises durant les grossesses peut impacter négativement sur la santé de la maman, mais également sur la santé du bébé, entraînant parfois des traumatismes, bien entendu, chez la maman, mais entraînant des ruptures de grossesse en termes d'avortement, en termes de prématurité. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. D'autant plus que cet âge et la grossesse, il y a des modifications physiologiques. Il y a des modifications psychoaffectives qui font que, par exemple, dans certaines situations, l'antiépileptique peut avoir son taux diminué, ce qui va favoriser la réjouissance des crises. En ce moment, bien entendu, il faut réajuster parce qu'il est important que la femme continue de prendre son antiépileptique durant le temps. C'est d'ailleurs ce qui indique qu'il est formellement déconseillé d'arrêter un antiépileptique chez une femme enceinte, même si ce médicament, même si la tératogénicité de ce médicament est connue et actée. Parce que, bien entendu, la reprise des crises peut être délétère pour la femme comme pour le bébé. Au-delà de cela, la tératogénicité des médicaments antiépileptiques est l'un des gros soucis pour les praticiens que nous sommes, parce qu'on sait depuis très longtemps que l'exposition du fœtus, l'exposition de l'enfant à naître aux antiépileptiques les prédispose à la formation de malformations, à des malformations congénitales, mais également à des troubles neurodéveloppementaux perceptibles, notamment dans les premières années de vie. À ce sujet, et nous y reviendrons,
il faut dire que tous les médicaments antiépileptiques sont potentiellement tératogènes. Le valproate de sodium, plus que les autres sans doute. Mais tous les médicaments antiépileptiques ont une certaine tératogénie et nous devons l'avoir à l'esprit. Et cette tératogénie est liée non seulement à ce médicament, mais également à la dose prescrite, au temps d'exposition, mais également à des facteurs génétiques propres à la maman comme au bébé. Donc, il faut l'avoir à l'esprit. Et on sait depuis longtemps qu'à travers des études animales, l'exposition du fœtus aux antiépileptiques va entraîner un phénomène d'apoptose accélérée. Et pour les neurones qui survivent à ce phénomène apoptique, il y a des modifications de la connectivité entre elles et des phénomènes au niveau de la synaptogénèse ou de la neurogénèse, ce qui explique tous les problèmes que nous avons en particulier chez ces enfants. C'est les problèmes de malformation cérébrale, bien entendu, mais également c'est les problèmes de troubles neurodéveloppementaux sur lesquels nous viendrons. Là également, c'est les anciens médicaments qui sont incriminés, parce qu'il y a des études qui ont été faites sur le sujet. Pour les nouveaux, nous n'avons pas encore suffisamment de recul pour pouvoir dire de façon formelle qu'ils ne sont pas tératogènes. Je pense qu'au nom du principe de précaution, il faut retenir que tous les médicaments antiépileptiques sont tératogènes et prendre les mesures. Sur ces malformations congénitales sur lesquelles je n'insisterai pas beaucoup, le professeur Kissani en a parlé, il faut savoir que la plupart, pour ne pas dire tous les médicaments, peuvent induire des malformations. La dépakine plus que les autres. Et plus il y a de médicaments, plus il y a d'associations de médicaments, plus le risque de malformation est important. C'est pourquoi la polythérapie, autant que possible, il faut l'éviter chez les femmes enceintes. Et à défaut, par exemple, minorer en tout cas les doses. Pour les nouveaux médicaments, je l'ai dit encore une fois, on n'a pas encore le recul suffisant pour pouvoir acter de façon formelle que ces médicaments n'impactent pas, ne sont pas tératogènes, même si les premières publications, les premières données semblent rassurantes, mais le temps fera son œuvre. À côté de ça, bien entendu, certains enfants n'ont pas de malformation, mais ont des difficultés cognitives et comportementales qui sont perceptibles dès les premières années de vie et qui peuvent impacter, bien entendu, sur le processus de socialisation, le processus de scolarisation de ces enfants. Parmi ces difficultés cognitives, beaucoup d'enfants, en tout cas les études qui ont été faites sur le sujet, montrent qu'un certain nombre d'enfants, pour ne pas dire beaucoup d'enfants, ont des déficits cognitifs globaux. Une déficience intellectuelle attestée par des tests neuropsychologiques qui montrent que ces enfants ont des difficultés. Et ces difficultés portent non seulement sur les performances verbales, mais également sur les performances non verbales. Et pour ces médicaments, on le sait également, ce sont les anciens médicaments, en particulier le valproate de sodium, le phénobarbital, la phénité et la carbamazépine qui ont été étudiés. Et de tous ces médicaments, c'est encore une fois le valproate de sodium qui se montre beaucoup plus délétère que les autres, même si quelques cas ont été signalés avec la carbamazépine, avec la lamotrigine et les autres. Ces déficits peuvent être globaux, mais ils peuvent être plus subtils, notamment des déficits spécifiques, des troubles du langage isolés chez les enfants. Il a été prouvé à travers des enquêtes chez des femmes enceintes dont l'enfant a été exposé aux antiépileptiques que certains enfants présentent des troubles du langage, aussi bien au niveau de l'expression que de la compréhension du langage. Et là également, c'est le valproate de sodium qui a été beaucoup plus incriminé que les autres. Mais il faut savoir qu'à une certaine période, notamment il y a 20 ans, 30 ans, le valproate de sodium était largement utilisé aussi bien chez les enfants que chez les personnes adultes, ce qui peut-être explique en partie sa responsabilité, sa grave responsabilité dans la survenue de ces troubles cognitifs. Donc, retenez que aussi bien l'expression que la compréhension peuvent être touchées et les anciens médicaments, en particulier le valproate, sont fortement incriminés dans la survenue de ces troubles du langage. Il y a également les troubles du comportement d'une manière générale et en particulier l'autisme. Tout à l'heure, le professeur Kissani a parlé de l'autisme en donnant des statistiques qui montrent que l'exposition au valproate de sodium
prédisposer un certain nombre d'enfants, autour de 8 à 12% des enfants à l'autisme. Cela est acté également, quand bien même on sait que l'autisme est quelque chose de multifactoriel, qui a sans doute des facteurs génétiques, mais également environnementaux qui interviennent. Il a été prouvé à travers des enquêtes que l'association, la prise de valproate de sodium en particulier, mais également d'autres antidouleurs peut entraîner un syndrome autistique. C'est une situation gravissime, relativement fréquente, relativement beaucoup moins fréquente que les autres, notamment les troubles attentionnels et de l'hyperactivité. On le constate dans notre consultation, un certain nombre d'enfants dont les parents ont pris du valproate de sodium durant la grossesse se révèlent avec des troubles attentionnels et une hyperactivité souvent très importante. Je l'ai dit, je n'y reviendrai pas, le valproate de sodium est de tous ces médicaments celui qui a été le plus incriminé, et incriminé de même que la polythérapie. En pratique, il faut éviter les anciens médicaments chez toutes les femmes en âge de précocité. En pratique. Mais il est évident que ce n'est pas toujours possible. Il n'est pas toujours possible, soit parce que le syndrome que la femme a, l'épilepsie que la femme ne répond à un certain nombre de médicaments, ou bien parce que l'environnement socio-sanitaire ne permet pas d'avoir accès à d'autres molécules. Dans ce cas, il faudra donner les doses les plus faibles possibles. C'est pourquoi il est dit que la grossesse doit être préparée en amont. Mais en pratique, beaucoup de femmes se réveillent et viennent vous dire que je suis enceinte. En tout état de cause, à défaut de pouvoir éviter certains antiépileptiques chez les femmes en âge de procréer, lorsque vous donnez ces médicaments, il faut veiller à donner les doses les plus faibles possibles. Cela permettrait bien entendu de minorer les risques de malformation, mais également les risques d'effets délétères. Bien entendu, les nouveaux médicaments ne sont pas incriminés. On a très peu d'informations sur leur tératogénicité, mais le temps fera son œuvre et avec le recul, nous pourrons dire de façon certaine si ces médicaments impactent ou non sur le développement cérébral des enfants exposés. Un vieux sujet, une vieille pratique, l'adjonction d'acide folique durant la grossesse, avant même la conception, est conseillée. 2 à 4 mois avant la grossesse, il est conseillé de donner de l'acide folique à ce jour. Il n'y a pas de preuve formelle. Si certains auteurs disent qu'il n'y a pas de preuve formelle de l'efficacité de cette prévention, d'autres études ont montré, notamment cette étude qui a été faite en Europe sur ses effets neurodéveloppementaux, a montré que, par exemple, les enfants dont les mamans ont pris de l'acide folique durant la grossesse avaient moins de difficultés et étaient plus à l'aise sur le plan intellectuel que ceux qui n'avaient pas été exposés. Donc la controverse est là, mais sachez qu'il y a un certain nombre de publications qui affirment cette efficacité et qu'au nom du principe de précaution, il faudra mettre toutes les femmes épileptiques qui veulent avoir un enfant sous acide folique 2 à 4 mois avant le début de la conception. Au terme de la grossesse, bien entendu, l'accouchement doit se faire à l'hôpital parce qu'il y a des risques liés notamment, principalement à une hémorragie, aussi bien de la maman que de l'enfant. C'est pourquoi, autant que possible, il faut que l'accouchement se fasse à l'hôpital et que des conditions minimales soient garanties, que des précautions minimales soient prises pour éviter ce risque d'hémorragie. Mais l'accouchement peut se faire, bien entendu, dans toutes les conditions, dans les conditions naturelles, notamment par voie basse. Cette publication me paraît intéressante. C'est une publication qui a été faite par le docteur Sami Ouldada à Dakar et qui justement est un travail prospectif qui essaie de voir quel est l'impact de la prise d'antiépileptiques chez les femmes
épileptiques. Et il a été constaté qu'un certain nombre qui avait beaucoup plus de prématurité que la normale, il y avait beaucoup plus d'avortements que la normale. Qu'en est-il de l'allaitement? Il y a 20-30 ans, peut-être que un certain discours tendait à accréditer que les laits industriels pouvaient remplacer le lait maternel. Aujourd'hui, tous les pédiatres vous le disent de façon ferme. La qualité du lait maternel, il n'y a pas un aliment industriel qui est la qualité du lait maternel et qu'il faut fortement encourager l'allaitement maternel. Même si on sait que les antiépileptiques passent effectivement dans le lait maternel à des degrés divers. Et que ces antiépileptiques, vous voyez sur cette liste, il y en a qui passent très faiblement. Généralement, les anciens antiépileptiques, c'est un des avantages que, en dehors du spectre que les anciens antiépileptiques ont par rapport aux nouveaux. Vous voyez que, par exemple, les anciens antiépileptiques, que ce soit le valproate de sodium, la phénytoïne, la carbamazole ou la phénytoïne, passent de faible à modéré dans le lait maternel. Alors que pour tous les autres nouveaux, en tout cas pour ceux qui ont été étudiés, il y a un fort passage dans le lait maternel. La conséquence, c'est que du fait de l'immaturité de certaines voies métaboliques chez le nouveau-né, il peut y avoir une accumulation et donc un effet secondaire. En pratique, il faut l'avoir à l'esprit que le principe, c'est l'allaitement maternel, mais attention, surtout si certaines femmes prennent ces médicaments-là, il faut être extrêmement prudent, même si les études n'ont pas formellement prouvé de ressentiment cognitif, on sait qu'il peut y avoir des effets indésirables en termes de sédation ou d'irritabilité. Les laboratoires scientifiques sont bien entendu très prudents, c'est parfaitement normal, ne serait-ce que pour des raisons médico-légales, mais il faut savoir que l'allaitement doit être encouragé en tenant compte, bien entendu, du rapport bénéfice. Ça me paraît extrêmement important. Et ce papier qui a été fait il y a un certain nombre de temps a prouvé que l'allaitement n'est pas délétère, au contraire, cela est fortement encouragé parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, la qualité de l'allaitement fait que, par exemple, les bénéfices sont beaucoup plus importants que le passage de certaines molécules dans le sein maternel. Donc, il a été prouvé que chez les enfants qui ont été exposés à un antiépileptique durant la grossesse, le fait de prendre le lait maternel durant les premiers mois et les premières années de vie va considérablement améliorer les fonctions intellectuelles et cognitives de ces enfants par rapport aux enfants qui n'ont pas été nés. Donc, c'est un élément supplémentaire qui encourage l'allaitement maternel. En tout état de cause, la rareté des données publiées rend nécessaire que des études continuent d'être effectuées et des registres conçus. Parce que beaucoup de questions restent non résolues et ça, là, c'est une invite. Il y a nécessité à faire des études prospectives et multicentriques, bien entendu, qui s'inscrivent sur la grille, pour qu'on ait chez nous des registres africains à côté des registres australiens, à côté des registres américains et à côté des registres européens. Je pense que cela est extrêmement important et nous permettrait d'avoir notre voix au chapitre plutôt que d'être des consommateurs de la littérature occidentale. Je vous remercie de votre attention. Allô? Donc, on a une question dans la salle du professeur Diagana, avant de prendre les autres. Tout d'abord, je voulais te remercier, Moustapha, d'avoir passé toute la journée avec nous, aussi bien en tant que modérateur et pour cette excellente communication qui nous remet un peu
les idées en place, parce que vraiment, c'est un sujet auquel on est confronté vraiment de façon quotidienne. Alors, la question que je voulais poser, c'était par rapport au choix de la femme enceinte des formes, entre les formes rapides et les formes à libération prolongée. Quand vous donnez ces médicaments antibiotiques chez les patients qui sont, enfin, chez les patientes enceintes pendant la grossesse, est-ce qu'il faut plutôt privilégier les formes rapides plutôt que les formes prolongées? Quelle est votre attitude? Indépendamment de l'état de grossesse. Hein? J'ai dit indépendamment de l'état de grossesse. Non, pendant... Allô? Oui, oui, oui. Vous m'entendez bien? Oui, oui. J'ai dit qu'indépendamment de l'état de grossesse, il est prouvé que les formes à libération prolongée garantissent une plus grande compliance. Donc, que ce soit chez la femme enceinte comme la femme non enceinte, il faut privilégier les formes prolongées. Bien entendu, à la condition qu'antérieurement à la grossesse, la femme prenne les formes prolongées. C'est préférable dans tous les cas. Il n'y a pas de différence sur le plan, fondamentalement, il n'y a pas de différence sur le plan. La question, le sens de la question, c'était par rapport, en général, on a beaucoup plus de risques d'effet d'accumulation avec les formes prolongées qu'avec les formes à libération rapide. C'est un peu dans ce sens. Non, il n'est pas prouvé qu'il y a une accumulation. L'avantage des formes à libération prolongée, c'est que ça s'étale, la libération se fait sur le dictamen. Il n'y a pas d'accumulation prouvée. Non? OK, merci beaucoup. Merci, professeur Moustapha. On a une deuxième question dans la salle, le psychiatre. Bonjour, merci, professeur Moustapha. J'ai deux questions par rapport au traitement, parce que parfois, nous, les psychiatres, on utilise des antiépileptiques comme thymorégulateurs. Ma première question est, quel est le meilleur contraceptif chez les femmes épileptiques à moindre revenu? Et la deuxième question, c'est comment faire avec les antiépileptiques, car ceux qui sont déconseillés durant la grossesse sont ceux qui ne passent pas dans les maternelles et vice-versa. Merci. Pour la contraception, vous parlez de quel est le meilleur conseil qu'on peut donner. En tout cas, si on met en avant la réalité socio-sanitaire, c'est-à-dire ici en Afrique, au sud du Sahara, les médicaments qui existent sur le marché, c'est les anciens médicaments. Ces médicaments, en tout cas les inducteurs enzymatiques, ceux qui sont, que ce soit le phénobarbital, que ce soit le tegretol ou bien la phénytoïde, vont diminuer l'efficacité de contraceptifs oraux. Donc, dans ce cas, il faut les éviter et conseiller plutôt le dispositif intra-utérin, en l'absence, bien entendu, de contre-indication. C'est le dispositif intra-utérin que l'on préconise. Pour l'autre question, à savoir, par exemple, je n'ai pas tellement bien compris le sens. D'accord, le docteur Bouta va reposer la question. En fait, par rapport à la première question, et les injections, les contraceptifs injectables, est-ce qu'on peut les donner ou pas? J'imagine que non. Il y a des interactions. Oui. La mise en place du dispositif intra-utérin, c'est coûteux parce qu'il faut souvent faire les échos et vérifier. Et souvent, c'est des gens qui n'ont pas les moyens. Par rapport à ma deuxième question, je vais peut-être vous donner un exemple. Par exemple, la dépakine. Ce n'est pas conseillé chez les femmes en âge de procréer et enceintes, alors que chez la femme allaitante, ça ne passe pas beaucoup dans le lait maternel. Et si on prend l'exemple du lamictal, de la lamotrigine, elle est plus conseillée chez les femmes en âge de procréer et non durant l'allaitement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut donner l'un durant la grossesse et l'autre durant l'allaitement? Ça pose un problème, en fait. Non. Qu'est-ce que vous faites dans la pratique courante? Non, merci. En fait, la femme continue de prendre l'antiépileptique
qu'elle doit prendre qui a été choisi par son médecin par rapport à son type d'épilepsie, par rapport à son syndrome épileptique. Si l'épilepsie, dans le principe, il faut éviter le valproate de sodium parce que c'est le plus tératogène. Mais il peut arriver des situations où la femme ne peut prendre que le valproate de sodium. Dans ce cas, vous continuez avec le valproate de sodium en veillant bien entendu à donner des doses les plus faibles possibles. C'est la même chose en psychiatrie. En tant que psychiatre, pour une raison déterminée, vous devez prescrire le valproate de sodium, vous prescrivez le valproate de sodium à des doses minimales efficaces pour éviter les effets indésirables. Ça, c'est vrai. Et il n'est pas question de prendre un antiépileptique durant la grossesse et de l'arrêter pour prendre un autre antiépileptique durant l'allaitement. Non. La femme continue avec l'antiépileptique qu'elle a l'habitude de prendre. Et puis, c'est bloqué. Vous nous entendez? Non, je ne vous entends pas. Donc, chez les patients qui consomment, qui prennent du Lamictal, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'allaitement? Est-ce qu'il faut arrêter ou... Non, c'est ce que j'ai dit. C'est au cas par cas. L'allaitement, il faut voir tout le bénéfice que ça apporte à l'enfant. C'est la première chose qu'il faut mettre en avant. Maintenant, par rapport aux médicaments utilisés, on fait la balance. S'il y a plus d'intérêt à ce que la femme continue avec, et pour l'enfant, que l'allaitement soit continué, il faut continuer l'allaitement antiépileptique. Par contre, si cet allaitement antiépileptique est délétère parce qu'il y a de la somnolence, il y a de l'irritabilité, bien entendu, il faut voir avec la famille, avec la femme, s'il y a nécessité, s'il y a possibilité de faire des substituts alimentaires. Mais c'est au cas par cas. Il n'y a pas vraiment de règle générale. Donc, on va poser. Donc, professeur Moustapha, il y a une question sur la plateforme sur l'utilisation du. Bon, c'est pas concernant l'épilepsie. J'estime que c'est pas dans le thème d'épilepsie et santé de la reproduction, mais est-ce que la prise de paracétamol durant la grossesse exposerait l'enfant in utero à un trouble neurodéveloppemental ultérieur, en particulier ultérieurement le TDAH? À ma connaissance, non. Peut-être que le professeur Chanez pourra en dire un mot. À ma connaissance, non. Il faut savoir, par contre, que de façon ponctuelle, la prise de paracétamol n'a pas de grandes conséquences. Ce qui est déconseillé, parce que c'est délétère pour le foie, c'est la prise au long cours du paracétamol. Ça, c'est formellement déconseillé, que ce soit durant la grossesse comme en dehors d'une grossesse, parce que ça impacte sur le foie, c'est déconseillé. Mais de façon ponctuelle, il n'y a pas d'impact. Et à ma connaissance, je ne suis pas au courant que la prise de paracétamol, en tout cas de façon ponctuelle, puisse être incriminée dans la survenue du TDAH. Je ne sais pas ce que le professeur Chanez en pense. Oui, c'est la même chose. Je n'ai pas cette impression que si la question c'est le paracétamol pendant la grossesse expose le fœtus au risque de troubles neurodéveloppementaux, non. La dépakine, oui. La dépakine, oui, mais la corticothérapie et le paracétamol, je n'ai pas en idée. Mais les antiépileptiques. Merci, professeur. Moi, j'ai une question, plutôt une ou deux petites questions au professeur Moustapha. On commence à avoir quelques publications qui parlent de risque de déficit en vitamine D et d'atteinte osseuse chez les femmes sous antiépileptiques de façon globale. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que dans votre pratique quotidienne, quel schéma préconiserez-vous et quel traitement adopter chez ces femmes qui utilisent des antiépileptiques à long cours et qui sont bien sûr exposées au risque, plutôt pas au risque, mais qui sont susceptibles de faire des grossesses? Sabine, s'il te plaît, tu peux prendre ta question parce qu'il y a des problèmes de son là. Ah oui, désolé. Donc, je dis, est-ce que vous m'entendez actuellement? Oui, là, je vous entends bien. D'accord. Je dis qu'on commence à lire depuis quelques années des publications qui parlent d'un risque d'atteinte osseuse, parfois par atteinte une hypovitaminose D, parfois une ostéopénie,
secondaires aux antiépileptiques. Dans votre pratique quotidienne, comment faire pour détecter ce type de complications et éventuellement les prendre en charge? Et est-ce qu'il y aurait un effet aggravant de la grossesse de ces atteintes osseuses chez ce type de femmes sous traitement anti-épileptique au long cours? Non, il n'y a pas d'impact de la grossesse. Ce qu'il y a lieu de souligner, c'est que certains antiépileptiques, parmi leurs effets indésirables, il y a des effets osseux. C'est en particulier le cas de la phénitoïne. Et qu'au long cours, chez certaines personnes, on peut avoir des difficultés, des troubles osseux détectés souvent par des douleurs diffuses, indépendamment d'un état de grossesse ou pas. Et bien entendu, certaines publications incriminent certains déficits en micronutriments, que ce soit un déficit en vitamine B comme d'autres. Mais ça n'a pas de relation, je vous dis, ça n'a pas de relation directe avec la grossesse. Mais bien entendu, pour tout médicament antiépileptique, lorsqu'il y a un effet indésirable et que cet effet indésirable est persistant, il faudra veiller à le changer.